adjoint au vice-recteur, mais surtout directeur du BAPER, le Bureau des affaires étudiantes, etc. Je suis responsable du personnel de la gestion des dossiers, du personnel allant de l'auxiliaire de recherche et d'enseignement jusqu'aux professeurs. Donc, il y a plusieurs catégories d'emplois. Je pense que c'est 8 ou 9 syndicats, dont syndicats regroupement d'employés représentés par des syndicats, dont je m'occupe. Mais je suis d'abord et avant tout un professeur depuis le mois de juillet, je pense que ça va faire 35 ans. Mais je ne suis pas prêt de prendre ma retraite. Donc, je connais quand même les différents aspects de la carrière professorale. Le plan de ma présentation aujourd'hui, je vais vous donner d'abord les fonctions professorales. Je ne pense pas que vous allez apprendre grand-chose, peut-être un petit peu, mais vous les connaissez ayant été ou étant étudiant. Les caractéristiques du travail professoral, qui peut-être sont moins connues. Ensuite, on va aller dans la sélection de candidats pour devenir professeur, donc les critères généraux de sélection que nous utilisons, les compétences recherchées, le processus de sélection lui-même, pour aller ensuite vers les étapes de la carrière professorale et les perspectives d'emploi qui, je vous le dis tout de suite, sont présentement et pour un bon bout de temps excellentes. Évidemment, ça varie selon les domaines, mais c'est même plus qu'excellent dans certains domaines. Les fonctions professorales, évidemment, il y a l'enseignement, que vous connaissez tous, la recherche scientifique qui consiste à développer les connaissances, ou, pour les disciplines où c'est approprié, la création littéraire, musicale, artistique, donc il s'agit de la production et de l'interprétation d'œuvres littéraires ou musicales. La participation interne, vous l'avez probablement vu au cours de vos études, mais c'est peut-être pas toujours évident, et la participation externe. Commençons par l'enseignement. Bien sûr, vous savez tous, vous l'avez vécu, il y a des cours au premier, deuxième et troisième cycle, et ça implique l'enseignement, la préparation des cours, il y a personne qui les prépare pour vous. La prestation en classe, donc en classe ou maintenant, parfois, c'est sur écran d'ordinateur. On pourra en parler dans la période de questions si vous voulez. Et il y a l'évaluation des étudiants, des apprentissages des étudiants. J'avoue que ce n'est pas la partie la plus intéressante dans la carrière d'un professeur parce que les étudiants sont rarement contents de leurs notes et on se fait poser toutes sortes de questions pour pas dire d'autres choses relativement à ça. Mais bon, c'est une partie nécessaire du travail. L'enseignement aussi, ça comporte l'élaboration de méthodes et d'instruments pédagogiques, autant pour l'enseignement en classe, qu'on appelle en présentiel, ou l'enseignement de cours à distance, qui est particulièrement à l'Université Laval, une forme d'enseignement qui est de plus en plus répandue. Il existe plusieurs centaines de cours, il y a même des programmes qui sont donnés en cours à distance. Une petite statistique que peu de gens connaissent, il y a plus de cours à distance à l'Université Laval qu'à la téléuniversité. C'est un virage qui a été pris par l'université il y a quelques années et qui s'est accéléré. Un autre aspect de l'enseignement, peut-être qui est moins évident que les cours, c'est l'encadrement de travaux d'initiation à la recherche au premier cycle, ou ça peut être dans le cas des arts visuels, par exemple, d'ateliers. Il y a également, évidemment, l'encadrement d'essais de mémoire de maîtrise, de thèse de doctorat. Il y a des activités de formation pratique dans certaines disciplines, comme le service social, la psychologie, l'ergothérapie, etc. Et il y a évidemment l'évaluation d'essais de mémoire, de thèse de doctorat, et aussi d'examens de synthèse, puisque dans beaucoup de programmes de doctorat, presque tous les programmes de doctorat, il y a des examens de synthèse et les professeurs participent évidemment à cet aspect. Et il y a, relié à l'enseignement, l'encadrement d'auxiliaires d'enseignement. Vous voyez que ça, c'est un premier, dans le travail de professeur, vous allez voir que ça revient. Il y a un aspect gestion de personnel pour lesquels on n'est pas vraiment formé, mais qu'il faut apprendre. La recherche ou la création.
Une des occupations principales des chercheurs, je connais moins le domaine de la création, mais je peux vous dire que dans le domaine de la recherche, que je réussis à faire un peu à travers le reste de mes fonctions administratives, j'enseigne plus, mais depuis 2007, mais je continue à faire un peu de recherche. Et une de nos principales activités, c'est de demander de l'argent. Parce qu'il s'est produit un phénomène depuis 15-20 ans au Canada, c'est qu'il y a eu une croissance exponentielle des chercheurs, mais pas des subventions. Donc la compétition, bien que ce soit amélioré par rapport aux années 80, il reste que, évidemment, la quantité d'argent à la disposition des chercheurs n'augmente pas rapidement, surtout dans des périodes de situation économique un peu plus serrée, de sorte que la compétition est féroce pour les subventions et il n'est pas rare d'être obligé de se reprendre à 2-3 reprises auprès du même organisme. Les instituts de recherche en santé du Canada, c'est un classique. C'est rare que ça passe la première fois quand il n'y a pas des gens expérimentés dans les... Donc, c'est une activité qui prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie, avec des délais. Et parfois, il y a des chercheurs qui ne donnent pas beaucoup dans les dernières semaines avant le délai. On peut avoir des activités de recherche ou de création dans sa propre université, mais de plus en plus avec d'autres universités ou d'autres établissements de recherche. Quand je parle des établissements de recherche qui ne sont pas des universités, je pense par exemple aux INRS, les Instituts nationaux de recherche scientifique, et il y a d'autres organismes aussi. Donc, il y a des organismes qui sont consacrés entièrement à la recherche, que pas d'enseignement universitaire. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au National Institute of Mental Health à Washington, qui est en fait, c'est le gouvernement américain. J'étais pas un fonctionnaire, je n'étais pas citoyen américain, mais les gens avec qui je travaillais étaient des fonctionnaires. Un autre aspect de la recherche et de la création, c'est la critique scientifique, littéraire, musicale ou artistique. La publication, ça c'est peut-être l'autre aspect qui nous occupe, qui occupe les chercheurs beaucoup, parce que c'est une roue. Pour obtenir des subventions, il faut publier. Et pour publier, il faut faire de la recherche, donc avoir des subventions pour pouvoir publier. Parce que la recherche est coûteuse maintenant. Il y a des disciplines où c'est moins coûteux, mais si on regarde du côté des sciences biomédicales, ça demande beaucoup d'équipement, beaucoup de personnel, et c'est coûteux, donc ça prend des subventions. Pour obtenir les subventions, il faut publier et présenter des conférences, des communications dans des congrès, ou dans le cas des disciplines artistiques, faire des présentations d'œuvres artistiques, des expositions ou des concerts. Donc, 2 activités importantes d'un professeur d'université qui fait de la recherche et de nos jours, les professeurs d'université doivent faire de la recherche dans les disciplines où il y a recherche scientifique. C'est les demandes de subventions et les publications.